Bien, bonjour à tous. On va commencer notre webinaire ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana Cardozo et Mathilde Dourinceau du cabinet d'avocats Montas da Cunha et Sija Associados. Merci à toutes les deux d'intervenir ce matin sur le thème qui nous intéresse tous, comment bien faire sa déclaration d'impôt. Et donc voilà, juste quelques modalités pratiques. Je vous invite à poser vos questions sur la rubrique Q&A ou questions-réponses qui se trouve dans votre menu sur votre écran et on répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin en fonction des thèmes qui sont abordés. Voilà, et évitez d'utiliser le chat qui est moins pratique pour nous, mais plutôt la rubrique Q&A qu'on voit mieux et qu'on maîtrise mieux. Voilà, donc je vais pas parler plus longtemps parce que le temps est limité. Donc, Mathilde et Tatiana, je vous laisse la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous et bonjour et merci Laurent pour être toujours disponible pour faire ces événements. Et c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année passée, on l'a fait et on a décidé de répéter de nouveau parce que même si les règles n'ont pas changé beaucoup, il y a toujours des petits détails qu'on oublie. Donc, seulement une petite introduction. Donc, moi et Mathilde, on est avocate chez Montas da Cunha et on est responsable par le bureau francophone, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients francophones de A à Z, d'accord, avant de venir au Portugal, pendant l'installation, avec les soucis contrat de travail, immobilier, location. Et on a aussi des clients qui ont des soucis en justice. On a aussi une expertise dans ce thème. Donc, en fait, c'est de A à Z dans tous les domaines du droit. Comme nous, on ne maîtrise pas tout en détail, après, on a notre équipe ici au cabinet il y a une équipe dédiée exclusivement au contentieux, une équipe dédiée exclusivement au fiscal, une équipe dédiée exclusivement au immobilier, contrat de travail, social, sécurité sociale. Donc, on est un cabinet assez complet et si, comme on travaille avec la Chambre de commerce il y a déjà des années, on est un petit peu différent parce qu'on a une façon de travailler très proche du client, d'accord? On n'est pas les avocats à l'ancienne. On est différentes. Donc, et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ces petites clarifications sur la déclaration de revenus parce qu'on sait que c'est des questions, c'est un sujet qui lance beaucoup de questions parce que tout d'abord, tout est en portugais, parce que qu'est-ce que je dois déclarer, mais j'ai un statut spécial, est-ce que je dois déclarer? Et puis, je dois déclarer mes comptes bancaires et si je reçois un héritage. Donc, on reçoit ce genre de questions tout le temps. Et donc, on a décidé de faire cette petite présentation pour essayer de clarifier la majorité des doutes, d'accord? Donc, on va partager notre présentation. Et maintenant, donc, voilà. Vous voyez, Laurent? Ça se voit. Donc, on est en train de parler, on est en 2023, mais ce qu'on doit faire maintenant à partir d'avril 2023, c'est faire la déclaration de revenus de l'année dernière, d'accord? Donc, on dit déclaration de revenus 2023, mais en fait, c'est déclaration de revenus 2022 qui est présentée en 2023. Donc, seulement ici, un petit résumé de notre cabinet. On a aussi un cabinet à Porto et à Braga, d'accord? Et même si on est déjà considéré, je sais que ça, normalement, les personnes francophones avec lesquelles on travaille n'aiment pas les cabinets très, très grands. On est un cabinet grand, effectivement, mais on a des équipes petites pour accompagner les clients de façon traditionnelle, d'accord? Et c'est cette méthode de travail qu'on a. Vous aurez un avocat devant vous qui parle votre langue. Moi, par exemple, je suis plutôt fiscal et immobilier. Mathilde est plutôt contentieux et droit de société. Et après, quand on a une question de litige et arbitrage,
on a un avocat avec 20 ans d'expertise qui vient avec nous au rendez-vous. Donc, je peux vous dire que je suis là il y a 15 mois et mes clients qui sont venus avec moi, ils sont extrêmement contents parce qu'ils ont une avocate qui parle français. Après, ils ont une équipe derrière qui savent tout, d'accord? Donc, moi-même, je suis très, très contente. Par exemple, j'ai des clients avec des soucis de l'immobilier pour simplement fermer une véranda. Et ici, au cabinet, on a une collègue qui a fait 20 ans à la mairie de Lisbonne. Donc, elle sait tous les petits détails de comment bien faire la chose. Et au niveau des impôts aussi. Donc, on a une équipe moi, je fais de droit fiscal il y a 13 ans. Et quand j'ai une question que je ne sais pas répondre, moi, j'ai une consoeur qui a 25 ans, qu'elle se dédie au droit fiscal exclusivement. Donc, c'est ce plus qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, moi et Mathilde, on est les deux bilingues ici du cabinet. Alors, aujourd'hui, le menu, on va commencer par vous indiquer comment on peut faire, c'est quoi les deadlines, les délais de soumission, de paiement, de remboursement auprès de l'autorité tributaire, quels sont les types de déclarations qu'on a, qu'est-ce qu'il faut déclarer et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et après, on va voir avec vous les annexes, les formulaires qu'on a en ligne et comment vous devrez les remplir. Après, on verra aussi un petit peu les revenus de l'étranger, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des revenus pas juste au Portugal. Et aussi après, comment on peut faire au sujet des comptes bancaires et qu'est-ce qui sont les revenus plus faibles et moins faibles auprès de ces déclarations. Alors, pour commencer, là, on est déjà le 7 février. Il faut savoir que jusqu'au 15 février, vous devrez faire l'actualisation de vos unités familiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez eu des changements dans votre famille, comme par exemple la naissance d'un enfant, ou vous vous êtes marié, ou quelqu'un est décédé, il faut faire l'actualisation auprès de l'autorité tributaire jusqu'au 15 février. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'après, la composition de votre unité familiale va avoir des conséquences au niveau des remboursements, et au niveau de vos taux fiscaux d'imposition. Donc, faites attention, faites ces actualisations jusqu'au 15. Seulement ajouter que une chose importante aussi, c'est s'il y a eu un bébé l'année passée, on doit avoir son numéro fiscal. Normalement, si les bébés sont nés au Portugal, vous sortez de la maternité déjà avec le numéro fiscal. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous donner un abattement si vous avez des impôts à payer au Portugal, d'accord? Pour chaque naissance, on a droit à un abattement. Et même après, s'il va déjà à la crèche, la facture de la crèche, on peut déduire. Et donc, actualiser l'unité familiale, c'est avec les fameux codes de l'accès à votre portail des finances où vous rentrez et vous actualisez votre foyer familial, d'accord? Aussi, faire attention que, par exemple, si vous êtes divorcé, vous avez des enfants et vous rentrez dans une situation de garde partagée, il faudra aussi le communiquer à l'autorité fiscale, d'accord? Pour que ça soit après, pour qu'on puisse faire les déductions après aussi en proportion de vos dépenses, d'accord? Oui, et par exemple, si il y a le tribunal, il y a eu un accord, il y a une pension alimentaire. Les pensions alimentaires peuvent être considérées comme une déduction sur l'impôt à payer, mais il faut que tout soit bien enregistré. C'est pas pour que vous vous sentez chassé par l'administration fiscale, non, c'est pour que vous puissiez profiter des abattements que ce type de situation origine, d'accord? Aussi, donc au dehors de la famille, mais aussi dans votre vie quotidienne, il faut aussi faire vos actualisations jusqu'au 15 février au sujet des loyers que vous recevez, d'accord? Donc, si vous avez des contrats de location en marche et que vous recevez des loyers que vous ne recevez pas l'année dernière, il faudra maintenant les communiquer parce que ça aussi, par exemple, si moi, je loue une maison, ça va déduire dans
dans mon taux d'imposition final, d'accord? Donc, il faut communiquer à l'autorité pour avoir ces bénéfices. Exactement. Ça, c'est une communication à faire par les propriétaires qui louent des maisons, d'accord? Pour dire les délais de location. Parce que, je ne sais pas si vous savez, plus long est le délai de la location, il y a des bénéfices fiscaux liés, d'accord? Donc, si vous avez des locations de long terme, vous allez payer un petit peu moins d'impôts. Et c'est pour ça qu'aussi c'est la date correcte, c'est jusqu'au 15 février, les propriétaires qui louent des maisons doivent communiquer à l'autorité fiscale portugaise la durée des contrats pour qu'ils puissent profiter des réductions de taux d'imposition. À la fois d'être 28, ça sera un taux plus petit, d'accord? Très important. Il faut savoir que si on ne fait pas ces actualisations, l'autorité tributaire va avoir votre déclaration d'impôt précédente comme base d'imposition, comme base pour les critères d'imposition. Donc, c'est bien de faire ces actualisations que vous pouvez bénéficier. Par exemple, si vous n'avez pas dit qu'il y a eu une naissance, l'autorité fiscale va voir la déclaration de l'année dernière et va voir qu'il y avait seulement 1 ou 2 enfants, d'accord? C'est pour ça que c'est très bien à cette date de faire l'actualisation. Après, donc, on sait déjà, on a mémorisé 15 février. Maintenant, la deuxième date importante, c'est le 25 février. Avant le 25 février, il faut que vous rentrez dans votre portail des finances. Il faut valider les factures que vous avez déjà, qui vous apparaissent déjà dans le portail, ou aussi, il faut faire l'enregistrement de ces factures. Donc, si vous avez des factures de santé, de vétérinaire, de restauration, de la crèche des enfants, etc., qui n'apparaît pas dans votre portail des finances, vous pouvez les enregistrer vous-même et après faire la validation, d'accord? Ça, c'est important pour, encore une fois, avoir des dépenses dans chaque rubrique pour qu'après, vous pouvez avoir les déductions, d'accord? Je vois ici déjà quelques questions, mais peut-être qu'on termine la présentation et on les répond, d'accord? C'est plus facile comme ça. Si vous êtes d'accord, Laurent. C'est comme vous voulez. Il y a quelques questions, mais c'est vous qui me dites. Non, je peux, par exemple, avant de continuer dans les délais, est-ce que vous traitez le droit de la famille? Oui, on s'occupe des donations, usufruits. Quand on a des problèmes entre familles, on s'occupe, testament, tout. J'ai ici une autre question. Un Français non résident au Portugal vend résidence secondaire au Portugal en 2022. Quelle déclaration? Oui. Il faut déclarer maintenant en 2023 que vous avez vendu votre résidence secondaire, d'accord? Parce que le Portugal imposera la plus-value, la différence entre la valeur de l'achat et la valeur de la vente. Vous allez faire une déclaration de non-résident. Et vous allez tout de suite dire, ah, mais la France va imposer, on a une convention fiscale entre le Portugal et la France qui dit qui a le droit d'imposer. Et quand tout ce qui regarde bien immobilier, qui a le droit d'imposer, c'est le pays du bien. Donc, ça sera le Portugal. Le taux d'imposition prévu maintenant dans la loi est de 28% sur la plus-value, d'accord? Mais il y a déjà une décision du tribunal arbitral qui nous dit qu'on ne peut pas discriminer, je ne sais pas comment on dit bien, les résidents des non-résidents. Donc, même si dans la loi, il y a encore 28 inscrits, de pratique, les non-résidents qui font des plus-values immobilières au Portugal peuvent bénéficier d'une imposition sur la moitié de la plus-value, d'accord? Là, on a aussi une expertise, mais il faut faire la déclaration, il faut payer et après demander un remboursement. Ça se passe comme ça. Je pense que j'ai répondu à cette question. Maintenant, réduction de taux d'imposition, revenu locatif s'applique-t-elle également aux non-résidents? En principe, oui. On ne peut pas faire cette discrimination entre résidents et non-résidents, d'accord? Mais il faut bien être dans les règles des contrats. Les revenus, alors je pense qu'on va seulement terminer parce que sinon on ne va pas vous dire les délais importants
Et on revient à toutes vos questions tout de suite, d'accord? Parce que sinon… Donc, Mathilde a bien expliqué qu'on a les délais du 7, les délais du 15 et maintenant les 25. Les délais des 25, le délai des 25. Donc, aller rentrer, valider les factures, c'est important. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous allez faire des commissions au supermarché, vous avez le droit à un abattement de 250 € par personne dans l'impôt à payer. Et si vous n'avez pas enregistré, si vous n'avez pas validé les factures, vous allez perdre ce droit, d'accord? C'est la même chose que les dépenses de santé. C'est pour ça que c'est important et c'est un petit peu, peut-être c'est difficile de rentrer dans nos têtes. Chaque fois qu'on va au supermarché, chaque fois on va au restaurant, si on va au mécanicien, à l'esthéticienne, ah, est-ce que vous voulez la facture avec le NIF? Il faut dire oui, pas pour aider l'État à contrôler la chose, mais aussi parce que vous bénéficiez des abattements de ce genre de facture, d'accord? Donc, n'oubliez pas, vous avez le droit à 250 €, c'est pas beaucoup, mais si on a 250 € par exemple, nous à la maison, on est 4. Ça fait 1 000 € qu'on a le droit à abattre à notre impôt à payer. Après, on a les dépenses de santé. Si on va au médecin, demandez la facture avec le NIF. Si on paye un médicament, demandez la facture avec le NIF. Ça, c'est les traditionnels. Si, par exemple, on est propriétaire et on loue, c'est important d'avoir la facture des dépenses des robinets qu'on doit substituer, des frais de copropriété, ce genre de… Si on est propriétaire, on peut déduire ses dépenses. Donc, c'est important aussi avoir ces factures. Maintenant, santé, si on a des enfants à l'école, avoir des factures de l'école, non seulement de la valeur mensuelle qu'on paie à l'école, mais aussi des bouquins qu'on va acheter. Les gymnases, par exemple. Après, ça, c'est les dépenses qu'on peut déduire normalement. Après, on a des petites dépenses, gymnastique, esthéticienne, mécanicien, vétérinaire, où on peut déduire une partie de la TVA supportée. Donc, si on fait bien la chose pendant l'année, on a une valeur importante à déduire à notre impôt à payer, d'accord? Par exemple, si on vend une maison, on peut déduire la commission payée à l'agent immobilier, d'accord? Mais on a besoin de la facture de l'agent immobilier. Et si on vend une maison, on peut déduire aussi les coûts, les dépenses qu'on a fait pendant les 12 dernières années pour la manutention. Si on change un robinet, si on fait des travaux dans les toilettes, par exemple. Si on a la facture de cette dépense, on pourra la déduire dans la plus-value. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de rentrer dans votre portail des finances et voir si les dépenses que vous avez eues sont là bien enregistrées, d'accord? Après, troisième date importante, c'est du 16 au 31 mars. Vous pourriez voir dans votre portail des finances les dépenses qui sont déductibles, donc la valeur, le montant total que vous avez des factures que vous avez validées et qui sera maintenant déductible sur votre montant total, d'accord? Pourquoi? Parce que jusqu'à, je pense qu'il y a 2-3 ans en arrière, les contribuables devraient enregistrer à la main les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. Mais maintenant, grâce à ce système où on demande le NIF et c'est enregistré au supermarché, tout est en ligne et ça facilite beaucoup le travail des contribuables, des comptables et des avocats. Parce qu'il suffit d'aller voir si elles sont là enregistrées. Il y a 5 ans en arrière, nous, on fait quelques déclarations de revenus de nos clients. Et même quand moi, je faisais la mienne, j'avais pour 2-3 jours parce qu'on avait tous les papiers de santé, tous les papiers de l'école, tous les papiers. C'était vraiment compliqué. Maintenant, le système, il marche très bien. D'accord? Donc, à partir du 16 mars, vous aurez disponible les montants totaux que vous pourrez déduire à votre impôt, à l'impôt à payer, d'accord? C'est important ça. Et après, en avril, donc la date la plus importante, on va dire, c'est du 1er avril au 30 juin. C'est la date où vous pouvez faire la soumission. Donc,
si vous ne la faites pas dans cette période, attention parce qu'il y a des amendes. Les amendes, elles peuvent aller jusqu'à presque 4 000 €, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais il y a des exceptions pour les soumissions de cette année. Donc, la première, c'est il y a un délai spécial de 30 jours pour faire les changements que vous avez déjà déclarés et qui concernent les années précédentes. Donc, c'est des obligations que vous avez, mais qui ne concernent pas cette année-ci, la dernière qu'on a fait. Donc, vous avez une période extra pour faire cette déclaration. Après, on peut vous dire des exemples. Et après, le deuxième cas, c'est où, quand vous percevez des revenus de source étrangère, vous avez aussi le droit, et que vous avez le droit à un crédit parce que vous avez été assujetti à la double imposition. Vous avez aussi jusqu'au 30 juin pour faire cette déclaration. Mais aussi, après, il y a un troisième délai jusqu'au 31 décembre. Okay. Je vous explique ici le cas plus normal, des situations où on doit demander une prolongation du délai. Ça m'arrive toutes les années avec mes clients français qui ont des revenus de source française du travail. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au 31 juin, pas mal de fois, en France, les résidents portugais avec des revenus français de salaire et les indépendants qui ont des revenus d'indépendants de France n'ont pas encore présenté leur déclaration en France. Donc, au Portugal, comme on doit déclarer le revenu perçu plus l'impôt payé à la source, donc l'impôt payé en France, on n'a pas encore ces données. Donc, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est on rentre dans le portaal des finances du résident portugais mais français et on dit à l'autorité fiscale qu'on a besoin d'un délai plus grand parce qu'il nous manque des infos de France. Ça m'arrive tout le temps par rapport à mes clients francophones qui ont des revenus de source française des indépendants, par exemple. Et dans ces cas-là, on fait une déclaration, une demande, et c'est une déclaration où on dit « Monsieur X a des revenus de source française dont les informations de France, on n'a pas eu » et on aura jusqu'au 31 décembre pour présenter la déclaration. J'ai fait plein de fois ça, il n'y a eu jamais d'amende, d'accord? Et lorsqu'on reçoit l'info nécessaire de France, on fait la déclaration. Donc, l'année passée, le 23 décembre, j'ai fait 4 déclarations d'impôts. Tout est bien passé. Il y a même des remboursements. Mes clients vont recevoir des remboursements. Donc, seulement pour que, si vous n'avez pas l'information nécessaire de France, il n'y a pas de souci. Il y a des moyens de prolonger le délai, d'accord? Après, jusqu'au 31 août 2023, vous allez recevoir la notification de paiement de vos impôts, d'accord? Et après environ 15-20 jours, on va dire un mois, vous recevez le remboursement si vous êtes… Exactement. Si vous aurez droit au remboursement. Tout à fait. Donc, en fait, quand vous faites la soumission, elle est faite en ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus de papier, d'accord? On rentre dans votre page, il y a un formulaire, on remplit, on envoie, et après, on aura dans le portail, on aura envoyé. Quelques jours après, on a le statut en analyse ou validé. Et après, finalement, la quatrième étape, c'est remboursement ou paiement, d'accord? Mais tous les paiements sont normalement dus jusqu'au 31 août. Alors, voilà, c'est ça, c'est les étapes que j'étais en train de vous expliquer. Donc, en fait, vous pouvez rentrer de temps en temps dans votre portail pour voir l'état de la chose. Vous aurez déclaration correcte, déclaration traitée, remboursement émis ou paiement confirmé. Parfois, on a une étape intermédiaire où l'autorité fiscale nous dit il y a c'est pas contingence la parole, mais il y a une divergence où on doit envoyer des infos supplémentaires. L'année passée, on a fait presque 100 déclarations de revenus, on n'a pas eu de divergence. Mais de temps en temps, par exemple, cas de figure traditionnel,
résident fiscal au Portugal avec un portefeuille en Belgique, même c'est une chose simple, où dans ce portefeuille, il y a eu des plus-values, des intérêts, des dividendes, et on doit tout déclarer. Parfois, l'autorité fiscale nous demande les documents bancaires d'où on a retiré cette information. Donc, il suffit d'envoyer les déclarations de la banque à l'autorité fiscale, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de questions, surtout si vous avez un statut fiscal spécial, mais c'est très important de, quand vous faites la déclaration de revenus, d'avoir les bons documents support, les documents des banques étrangères, les documents si vous avez vendu, si vous êtes résident au Portugal et vous avez vendu une maison en France, c'est très important d'avoir l'acte notarié de l'achat, l'acte notarié de la vente, avoir les documents support de tout ça, d'accord? C'est très, très important. Type de déclaration. Les résidents au Portugal, indépendamment de la nationalité, indépendamment du statut, doivent faire la déclaration de revenus et doivent déclarer tous les revenus, d'accord? Vous êtes résident au Portugal et vous avez une retraite française, il faut la déclarer. Vous êtes résident au Portugal et vous avez vendu votre maison en Belgique, il faut déclarer la vente. Vous êtes résident au Portugal et vous avez un compte bancaire en France qui a que de l'argent, vous n'avez pas besoin de déclarer parce que c'est du capital, mais il faut déclarer le IBA et le SWIFT. Donc, on a les déclarations pour les résidents. Si vous avez sorti entre-temps du Portugal, dans quelques cas spécifiques, il y a des déclarations fiscales à faire. Si vous n'êtes pas résident au Portugal, vous êtes résident en France, mais vous avez une maison au Portugal et vous avez fait la vente de cette maison, les non-résidents déclarent les revenus perçus du Portugal, d'accord? Vous êtes non-résident, vous êtes résident en Belgique et vous avez une maison louée au Portugal et vous avez des revenus locatifs, il faut faire cette déclaration. Et finalement, vous avez le statut fameux spécial résident non habituel, il faut faire une déclaration comme la mienne, comme moi, déclarer tous les revenus mondiaux. Et après, vous aurez un annexe spécial pour les résidents non habituels, où vous allez évidemment profiter de toutes les exonérations. Ici, il y a une petite question sur les non-résidents. Alors, la réduction du taux d'imposition revenu locatif s'applique-t-elle également aux non-résidents? Ok, il y a des diligences à faire, mais il se fait. Après, ça c'est de la présentation de Rio. Les revenus immobiliers agrégés aux pensions dans le statut RNH sont-ils exemptés d'IRS? Attention aux revenus immobiliers des résidents non habituels, d'accord? Parce que c'est très clair dans la loi, c'est que vous êtes résident non habituel et vous touchez des dividendes et des intérêts d'un pays étranger, ils sont exonérés et il faut les déclarer. Si vous avez des revenus de plus-value mobilière, elles vont être taxées au Portugal à 28, d'accord? Et vous avez cette situation d'agréé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un revenu imposable, non exonéré, tout ce que vous touchez, même si c'est exonéré, va compter pour voir quel est le taux applicable. Mais ça, c'est vraiment dans des cas très spécifiques, comme vous avez un salaire au Portugal et vous avez des revenus exonérés. Tous les revenus exonérés vont compter pour voir quel sera le taux d'imposition sur les salaires. D'accord? Ça, il y a des simulations à faire pour voir quelle est la situation plus favorable pour la personne. Après, le délai de rectification de déclaration IRS. Ok, ça c'est dès que vous apercevez qu'il y a une erreur, vous avez 30 jours pour communiquer, d'accord? Mais après, il y a des façons de le faire. Vous pouvez seulement corriger en ligne la déclaration. Vous pouvez contacter le service de finance en disant « Ah, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous pouvez attendre pour être notifié, ok? Ça dépend du cas spécifique. Okay. On va continuer à répondre aux questions, mais entre-temps, on va seulement clarifier quelques questions que j'ai tout le temps. Résident spécial, résident normal, il faut déclarer tous vos revenus portugais et étrangers, tous les revenus portugais et étrangers, d'accord? Mathilde va expliquer ces catégories de revenus.
Alors, on a plusieurs catégories de revenus. Pour ceux qui ont déjà fait leur déclaration, ils savent déjà. Mais on va vous expliquer très vite. Donc, catégorie A, c'est le travail dépendant. Donc, si vous avez un contrat de travail ici ou ailleurs. Donc, ceux qui sont payés tous les mois, normal, contrat de travail. Après, catégorie B, c'est les revenus de travail indépendant. Si vous êtes un freelancer, si vous travaillez en prestataire de services, pour des entreprises en Amérique ou en France ou au Portugal. C'est ici, catégorie B. Catégorie E, c'est revenus de capitaux. Donc, ça, c'est… Dividendes, intérêts, plus-value. Okay. Exactement. Catégorie F, c'est revenus fonciers. Donc, si vous êtes propriétaire et vous avez des loyers, c'est dans la catégorie F qu'il faut les mettre. Catégorie G. Les plus-values. Les plus-values qu'on en parlait et que cette année, on a quelque chose de spécial. On va vous expliquer. Et après la catégorie H, les pensions. Donc, pour chaque revenu, il y a pour chaque catégorie, il y a un annexe spécifique à remplir, d'accord? Donc, voilà en papier comment est la première feuille de la déclaration d'impôt. Donc, il y a des choses qui vont apparaître automatiquement. Donc, l'année du revenu, ça sera bien évidemment 2022. Le code du service de finances est dans votre portail, donc c'est facile de remplir. Après, si vous êtes célibataire, il n'y aura qu'un NIF à remplir, mais si vous êtes marié, il y aura le NIF des deux conjoints. Oui, il y a aussi les unis de fait que peuvent faire la déclaration en commun. Après, il y a les dépendants, c'est les enfants, ou les ascendants, où il y a plusieurs types de dépendants. Après, vous avez type de déclaration, si c'est la première, si c'est une de substitution parce que vous avez fait une erreur. Donc, et après, vous avez ici les délais spéciaux qu'on était en train de voir. Une question assez récurrente, si je suis devenu résident fiscal au Portugal le 30 septembre. Oui, vous devez faire votre déclaration partielle par rapport au mois d'octobre, novembre et décembre, d'accord? Et après, il y a aussi, bon, ça c'est normalement les premières informations qu'il faudra remplir pour votre déclaration de revenus. Résidentiel et total ou seulement partiel, s'il y a eu un décès, les ascendants qui vivent avec vous. Et après, vous remplissez tout ça et vous commencez à prendre les annexes. Vous aurez les annexes A, B, C et tous les annexes ici décrits. Okay? Alors, l'annexe qui me donne plus de travail, d'accord? Vous, je ne sais pas, bon, pas mal de vous, enfin, ce que je veux expliquer, c'est que quand on a des plus-values, si on fait des ventes d'actions, des ventes de valeurs mobilières, il faut déclarer chaque vente et chaque achat, d'accord? Donc ici, on doit dire réalisation, ça veut dire vente, d'accord? On devra déclarer l'année de vente, le mois, le jour, la valeur et le jour de l'achat. Et on ne va pas chercher le jour où vous êtes devenu résident au Portugal. On va chercher le jour où vous avez effectivement acheté l'action, le valeur mobilier. C'est pour ça que quand on a un portefeuille d'investissement avec des dizaines et des centaines d'achats et ventes, chaque vente est déclarée. C'est pour ça que ça prend du temps, d'accord? Moi, j'ai déjà fait des cinquantaines et soixantaines de lignes pour chaque achat et chaque vente. Et après, on doit seulement déclarer ici le pays où était déposée la chose vendue. C'est pas, si on a une chose importante aussi, si on a un portefeuille en Belgique, attention que le pays d'origine n'est pas la Belgique parce que les investissements peuvent être faits partout dans le monde. Donc, il faut vraiment aller regarder chaque achat et chaque vente. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas très facile de faire ces déclarations. Nouveauté 2023, ça, ce n'est pas pour 2022, d'accord,
mais c'est une chose à prendre en tête pour vos investissements en 2023. C'est que si jusqu'à fin 2022, les plus-values mobilières étaient imposées à un taux de 28, à partir de 2023, la spéculation est punie. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Si vous faites des achats et ventes dans une période inférieure à 365 jours, à la fois de payer 28 sur la plus-value, vous allez payer au taux progressif, d'accord? C'est très important. Vous avez ici les détails. Donc, ça, c'est une chose pour avoir en tête pour vos investissements pour 2023. Ça, on a déjà parlé sur ça dans un autre webinaire. Mais pour les gens qui ont des investissements sur la crypto, ça accompagne cette nouveauté, d'accord? Donc, si vous avez des ventes, achats et ventes que vous n'avez pas gardées pendant la période jusqu'à 1 an, vous allez être imposé sur ces plus-values, d'accord? Donc, il faut faire attention. Si vous faites la conversion en euros, attendez, vous faites comme vous voulez, mais pour n'être pas imposé, il faut attendre plus d'1 an. Donc, 1 an et 1 jour, ça va. Parce que c'est dans la même ligne de pensée, la même logique, oui, exactement, de punir les investissements, la spéculation du marché. Alors, ici, on a aussi un annexe important, c'est le G, on dit bien G, où on doit déclarer tous les revenus obtenus à l'étranger. Donc, on a les revenus obtenus de salaire, catégorie A, d'accord? On a les revenus de pension. Et on a après, normalement, les résidents non habituels, ça c'est l'annexe plus important, plus l'annexe suivant, que c'est l'annexe du résident non habituel, d'accord? Donc là, après, il y a des détails à mettre importants, identifier depuis quand vous êtes résident non habituel, si vous avez déjà été imposé sur les salaires, par exemple, on doit bien l'écrire. Si vous n'avez pas été imposé sur les salaires de source étrangère, aussi vous avez des salaires de source portugaise, vous savez que vous avez un taux aussi plus intéressant de 20%. Il faut bien encoder le code d'activité correct, d'accord? Même pour les résidents non habituels indépendants, il faut bien déclarer aussi le code d'activité correct pour profiter des 20%, d'accord? Donc, c'est ici que vous allez, les résidents non habituels avec des revenus de source portugaise, territoire national, doivent bien identifier le code correct de l'activité pour bénéficier des 20 et non des taux progressifs, d'accord? Très important. Et c'est ici aussi où on va choisir les options de régime d'imposition. Si c'est imposition autonome, ça veut dire qu'on veut les 20. Si on choisit le engroupement, c'est l'agrégation, ça va être autoprogressif. Donc ici, il y a des choix importants à faire. Et si vous regardez le cadre 6B, là, on ne peut pas choisir le méthode de crédit gauche parce que sinon vous allez être imposé. J'ai déjà vu beaucoup de fois des personnes qui se trompent et choisissent la case pas bien. Et après, on a un problème, d'accord? Donc, il faut choisir le mettre 10% pour bénéficier des exemptions des revenus d'imposition sur les revenus étrangers. Très, très important. Okay? Finalement, si je suis RNH, je dois faire ma déclaration. Je dois déclarer tous les revenus, même s'ils sont exonérés, d'accord? Erreur que je vois parfois. J'ai reçu un valeur d'héritage en France et je n'ai pas déclaré le compte bancaire. Et maintenant, j'ai l'autorité fiscale portugaise qui me demande qu'est-ce que c'est ça. Il ne faut pas rentrer tout de suite dans votre portail des finances et aller déclarer ça comme si c'était revenu. Non, d'accord? Un héritage reçu en France n'est pas un revenu à être déclaré au Portugal. Oui, vous aurez dû déclarer votre compte bancaire en France. Ça, c'est une chose qu'il faut corriger.
Mais si vous avez ce genre de questions de l'autorité fiscale, il faut simplement dire c'était un héritage, voici la preuve de l'argent que j'ai reçu. Ah oui, j'ai oublié de déclarer, déclarer mon IBAN et mon SWIFT. C'est vrai. Mais tout simplement répondre et ne pas vous précipiter, d'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on clôture en une conversation simple avec l'autorité fiscale. D'accord? Il y a quelques cas, effectivement, où on n'a pas besoin de faire une déclaration de revenus. Si vous êtes salarié et retraité avec portugais, avec une valeur inférieure à 1 500 € par an, où il y a déjà une retenue à la source, d'accord? C'est des cas très spécifiques de valeur minimum et s'il y a déjà une retenue à la source. Voici le fameux annexe où on doit déclarer les IBAN et les SWIFT. Même si vous n'avez pas de revenus, j'ai quelques cas comme ça, des clients qui n'ont pas de revenus. Ah, j'ai pas de revenus, j'ai pas besoin de faire ma déclaration d'impôt. Incorrect. Il faut faire la déclaration de revenus, au moins pour déclarer les comptes bancaires détenus à l'étranger, d'accord? Il suffit, comme vous voyez, on n'a pas besoin de mettre valeur déposée, rien. On a seulement besoin d'identifier le IBAN et le SWIFT. Et la loi est claire, c'est tous les comptes bancaires où on a un pouvoir de mouvement direct et indirect. Okay? Donc, ça, c'était notre présentation. Vous avez ici nos coordonnées pour poser toutes les questions que vous voulez. Et on va ouvrir maintenant la liste de vos questions pour essayer de vous aider au maximum. Alors, les biens immobiliers détenus au Portugal entrent-ils dans le IFI en France? C'est une question de droit français, d'accord? Mais je sais, parce que j'accompagne ce genre de choses, qu'il y a pas mal de… Comme la France, il existe la position sur la fortune, que les biens portugais doivent être déclarés en France, d'accord? Y aura-t-il un statut préférentiel à l'issue des 10 ans d'arénage? Non, vous rentrerez dans le régime traditionnel comme le nôtre. Dans la déclaration des impôts, différence entre cocher sim ou non dans la case englobamento. Oui, très important parce que, par exemple, si vous avez des revenus très faibles de loyer, par exemple, vous avez 4 000 € de loyer par an, c'est différent de choisir englobamento où vous serez taxé au taux progressif. Et là, vous serez très proche des 10% de que choisir non englobamento. Vous aurez 28% sur les 4 000, d'accord? Donc, et vous pouvez simuler. Les résidents non habituels ne peuvent pas simuler, seulement les résidents normaux. Mais oui, il y a une différence très importante entre englobamento et non englobamento. Dans des cas spécifiques, ça fait une différence importante dans l'imposition. Pour un arénage, n'y a-t-il pas une exonération de la plus-value immobilière si réinvestissement? En quelles conditions? Il y a une résident non habituel ou résident normal qui vend la maison principale au Portugal et réinvestissent dans une autre. La totalité de la valeur de la vente peuvent bénéficier d'une exonération, d'accord? C'est pas réinvestir la plus-value, c'est j'achète pour 1 million et je vends pour, je vais chercher d'autres numéros, j'achète pour 500 000 et je vends pour 600 000. Ma maison principale au Portugal et je rachète une autre maison au Portugal, dans l'Union européenne, et si je réinvestis les 600 000 €, je vais bénéficier d'une exonération. Mais à nouveau, il faut déclarer la valeur de vente, que vous avez vendu votre maison principale et que vous allez réinvestir. Et après, il y a 36 mois où vous pouvez réinvestir, d'accord? Donc, il y a des coches à faire et il y a des conditions au niveau de la valeur à réinvestir et des délais. Et pour les personnes au-dessus de 65 ans, non seulement peuvent bénéficier de cette exonération en réinvestissement dans une maison principale, mais aussi en réinvestissant dans des assurances vie, d'accord? Si arénage, y a-t-il intérêt à déclarer nombre de contribuants dans ce cas? Je ne comprends pas cette question.
Mais un RNH doit faire la déclaration de revenus. Un RNH, même sans revenu au Portugal, doit, avec des comptes bancaires à l'étranger, doit faire la déclaration pour identifier ce compte bancaire. Parce que l'échange automatique d'informations entre les États existe. La France envoie au Portugal les infos des choses que vous avez en France, d'accord? Et après, le Portugal va regarder si le compte français est bien inscrit. Si je n'ai pas répondu bien à cette question, faites-la moi d'une autre façon que C'était à cause du statut préférentiel à l'utilisation des RNH. Mais, ok. Quoi que ce soit, envoyez-moi une question par email qu'on répondra. Déduction dans le cas où on coche signe. C'était signe dans no englobamento. Okay. Les déductions, elles sont toujours déductibles, d'accord, indépendamment d'avoir englobamento ou non. Lors un RNH vend sa résidence principale et qu'il a une plus-value, doit-il investir sur un bien du même valeur pour échapper à cette fiscalité? Peut-il acheter la résidence principale ou bien locatif? Non, c'est acheter la déduction, donc échapper, ce n'est pas la bonne parole, mais bénéficier d'une exonération, on doit réinvestir la totalité de la valeur de la vente, d'accord, dans une autre maison principale, au Portugal ou dans l'Union européenne. Est-ce que les biens immobiliers détenus au Portugal entrent dans les successions en France et au Portugal? Si vous êtes résident fiscal au Portugal et vous avez des héritiers en France, attention, parce qu'on aura ici des règles internationales au niveau de la succession. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau fiscal, le Portugal n'a pas d'impôt sur les successions. On a un impôt de timbre sur les biens du Portugal. Donc, le Portugal ne va pas imposer au niveau successoral les biens que vous avez en France. Par contre, la France, si les héritiers sont en France et les héritiers héritent des biens au Portugal, la France ira imposer quelque chose. Mais il y a des façons de structurer l'héritage et c'est pour ça qu'on est là. Donc, il faut venir nous voir. Alors, du 16 au 31 mars, période de contrôle des factures enregistrées modifiables. Non. Du 16 au 31 mars, c'est quand vous regardez ce que vous avez déjà enregistré. Donc, attention, parce que jusqu'au 25 février, il faut faire tous les enregistrements, les validations, etc. Parce qu'après, dans le 16, il n'y a pas lieu à modification des factures, d'accord? Vous pouvez juste regarder la valeur qui a été validée par l'autorité. Facture à déduire sur le montant de l'impôt à payer ou sur les revenus avant calcul d'impôt. Ça dépend des dépenses, d'accord? Chaque catégorie de revenus a un abattement. Par exemple, salaire, on a un abattement de 4 000 euros. Retraite, abattement de 4 000 euros. Et après, on aura notre valeur à payer. Et là, on va déduire, faire des abattements des dépenses qu'on a eues pendant l'année, d'accord? Ça fonctionne comme ça. Va-t-il y avoir un enregistrement disponible de cette rencontre? Laurent nous a dit que oui. Oui, on est en train d'enregistrer et je vous confirme qu'il y aura l'enregistrement disponible. Bonjour, Ford. Oui, on peut vous envoyer notre présentation, il n'y a pas de problème. Les revenus mobiliers reçus en France sont-ils imposables au Portugal? Doit-on les déclarer en France? Alors là, on doit faire 2 déclarations d'impôt, d'accord? 2 revenus. Au Portugal, si vous êtes résident au Portugal et vous avez des revenus mobiliers en France, vous allez les déclarer au Portugal. Okay? Au Portugal, étant résident, vous déclarez tout ce que vous touchez. Après, vous allez bénéficier, revenus mobiliers, on peut avoir des dividendes et des intérêts qui vont être exonérés, plus-values qui vont être imposées au Portugal. Okay? En France, vous devez faire votre déclaration de revenus comme non-résident, où vous allez déclarer que les revenus de source française, d'accord? C'est important, et même si j'explique ça beaucoup de fois, résident au Portugal, vous déclarez vos revenus mondiaux,
non résident en France avec des revenus de source française, vous allez faire une déclaration en France de non-résident sur les revenus de source française. OK? Très important. RNH, vente de la résidence principale au Portugal. Imposition en cas de soit 1. Louer sa résidence principale au Portugal. Vous allez payer sur les loyers normalement à 28 avec possibilité d'avoir un taux réduit si c'est des locations de longue durée, d'accord? Acheter une résidence principale en France. Si vous êtes résident au Portugal et vous achetez quelque chose en France, il n'y a pas d'imposition parce que ce n'est pas un revenu, d'accord? Ou acheter une résidence principale au Portugal. Les achats ne sont pas un revenu. Seulement, lors de la vente, il y aura un événement imposable, d'accord? Donc, si vous vendez la déclaration vente de la résidence principale au Portugal, vous allez profiter de l'exonération si vous achetez une autre maison principale au Portugal et en France, d'accord? Je pense que cette question, c'est plutôt sur l'imposition de la plus-value. Si vous, en tant que résident fiscal au Portugal, avec l'adresse enregistrée sur le bien que vous allez vendre, si vous faites la vente, vous pouvez réinvestir dans une maison principale au Portugal et à l'étranger, non dans une résidence secondaire au Portugal, non dans une résidence secondaire en France, d'accord? RNH avec des revenus fonciers en France et au Portugal. Il faut déclarer au Portugal des revenus fonciers français et portugais. Et en France, vous allez faire une déclaration de non-résident sur les revenus fonciers français, d'accord? Et après, il y aura la convention fiscale qui va nous dire qui a le droit d'imposer quoi. Le Portugal va imposer les revenus fonciers portugais et va exonérer les revenus fonciers français. Et en France, vous allez payer des impôts français sur les revenus fonciers français. Quels sont les revenus fonciers à déclarer au Portugal? Tous les revenus de loyer, tous les revenus de vente immobilière, c'est deux en fait. Les revenus fonciers sont vente, biens immobiliers et loyer. Doit-on déclarer les moins-values? Oui, pourquoi? Important, parce qu'on fait la balance entre les plus-values et les moins-values. Là, le système va vous faire la balance, d'accord? Et de plus, après, si on peut décaler, donc on peut utiliser la moins-value d'une année pour abattre sur les plus-values des 5 années suivantes, d'accord? Donc oui, vous avez tout intérêt à déclarer une moins-value. Après, la même personne a demandé un peu plus bas si on peut avoir plusieurs résidences principales dans différents pays. Ça va faire une confusion au niveau de votre statut, d'accord? Après, si vous avez des doubles résidences, vous aurez des conflits de résidence. Et si on regarde les règles, il y a plein de questions que je n'ai pas le temps de répondre à tout, d'accord? On va essayer d'aller vite parce que j'ai un autre rendez-vous de suite. Mais donc, on ne vous conseille pas avoir des doubles résidences. Mais le pays qui va gagner en cas de conflit, ça sera le pays où vous avez votre centre d'intérêt vitaux, donc la famille, ou le centre économique. Si vous n'avez pas de centre d'intérêt vitaux, centre d'intérêt économique, ça sera la nationalité qui va gagner. Soso Louise, bonjour. C'est également le cas pour les comptes en gestion centralisée. Si la personne a le droit de faire des mouvements sur le compte bancaire, si elle a un pouvoir, oui, selon la loi portugaise, il faut déclarer le IBAN et le SWIFT de ce compte bancaire. Pinchon, la plus-value sur un bien immobilier détenu en France depuis plus de 20 ans bénéficie d'abattement sur la plus-value en tant qu'RNH. Cette vente sera-t-elle également imposée au Portugal? La plus-value d'une vente étrangère est déclarable au Portugal, mais il n'y aura pas d'impôt, d'accord? Si la vente de l'appart est janvier 2022, mais la date d'arrivée au Portugal est mai, dois-je déclarer? Et si la vente est de fin d'année? Vous devez déclarer vos revenus au Portugal à partir du moment où l'administration fiscale où vous avez communiqué votre adresse portugaise. Donc, si vous avez fait une vente en janvier, mais vous avez basculé votre résidence vers le Portugal en février, cette vente ne sera pas déclarée. Mais il faut vraiment confirmer quelle est la date d'entrée au Portugal.
Si je suis non-résident, est-ce que je dois déclarer les revenus français? Si vous êtes non-résident au Portugal, vous déclarez au Portugal que les revenus de source portugaise, d'accord? C'est un revenu, c'est une déclaration différente. Prévoyez-vous de faire prochainement un webinaire sur le statut RNH? Vous pouvez, non, mais vous pouvez nous envoyer un petit courrier et on vous envoie une information très complète sur le régime, d'accord? RNH marié, je choisis une imposition commune. Dois-je faire 2 soumissions módulo 3, une pour chaque NIF? Non, si vous allez faire la déclaration ensemble, il n'y a qu'une déclaration, vous remplissez les 2 NIF. Kit de liquidation d'un contrat d'assurance vie en France dans le statut RNH. J'ai fait ça. On a fait ça dans un cas spécifique, donc oui, c'est déclaré, mais il faut faire attention parce que les revenus de rachat ou de liquidation bénéficient d'un taux dégressif. Donc, la déclaration, elle est très spécifique et on ne va pas déclarer la totalité du revenu. On déclare que la plus-value, d'accord? Donc, il faut déclarer, mais c'est très spécifique. Il y a des règles spécifiques pour pouvoir bénéficier au maximum du régime. J'ai un contrat de location longue durée, 3 ans, enregistré au Finances le 14 septembre 2022, avec une date d'effet du contrat le 10 décembre 2022. Mon adresse portugaise a été enregistrée sur mon NIF le 9 janvier 2023. Puis-je demander le statut RNH cette année avant le 31 mars? Ou dois-je attendre un an, car le NIF actualisé en 2023? Attention, vous enregistrez en janvier 2023. Vous pouvez demander le statut jusqu'au 31 mars de l'année suivante, d'accord? Il n'y a pas de NIF actualisé, il n'y a rien du tout. Vous venez au Portugal avec un NIF de non-résident parce que vous avez besoin du NIF pour signer un bail, d'accord? Après, vous communiquez à l'autorité fiscale que vous avez basculé votre adresse et vous avez jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Attention, si vous avez un contrat de longue duration enregistré depuis je ne sais pas quand, en 2022, attention qu'il y a le risque d'autorité fiscale vous considère résident depuis 2022. Il faut bien regarder votre cadastre fiscal pour être sûr que vous n'êtes pas considéré résident depuis 2022, d'accord? Très important. Parce que si vous ne... Après, pour soumettre la demande de statut spécial, il faut bien cocher aussi la case correcte, parce que sinon, on a un souci pendant 6 mois pour faire des corrections. D'accord? D'accord? Donc, si vous avez des doutes, appelez-nous, que très rapidement, on voit quelle est la bonne date pour demander le statut spécial. D'accord? Depuis des années, mes comptes bancaires ne sont pas déclarés. Que faire? Alors, il y a des dates de prescription, d'accord, de 4 ans. Donc, l'autorité fiscale ne va pas investiguer plus de 4 ans en arrière. Alors, après, vous devez calculer le risque. Si ces comptes bancaires ne sont pas déclarés, seulement le IBAN et le SWIFT, c'est une chose. S'il y a des revenus non déclarés dans ces comptes bancaires, c'est une autre chose. Donc, on vous recommande de tout d'abord commencer à déclarer les comptes bancaires à partir de cette année et voir s'il y a de l'argent, des revenus non déclarés, d'accord? Très important. Je quitte le Portugal le 1er avril comme RNH. Peut-on déclarer? Vous quittez le Portugal le 1 avril. Non, comme RNH, peut-on déclarer? Donc, si vous quittez le Portugal le 1 avril, vous pouvez, je ne comprends pas bien cette question, mais la déclaration, elle est faite en ligne, donc vous n'avez pas besoin d'être au Portugal pour le faire, d'accord? Si vous quittez le Portugal officiellement, vous devenez non-résident au Portugal en 2023, d'accord? Vous devez faire votre déclaration de revenus pour toute l'année 2022 et en 2024, vous devez faire une déclaration pour les janvier, février, mars 2023, ok? Il y avait une deuxième question. En quittant le Portugal le 1er avril pour aller en France, peut-on déclarer janvier, février, mars au Portugal et le reste de l'année en France? C'est exactement ça. Existe-t-il un simulateur d'impôt pour RNH? Non, les simulateurs, c'est avec nous. Les plus-values réalisées dans un cadre d'un plan d'épargne en action en France doivent-elles être déclarées au Portugal et sont-elles imposables au Portugal alors qu'elles ne se le sont pas en France? Oui, les plus-values de ce genre de produits
et à déclarer au Portugal et sont taxés avec des règles spécifiques dépendant du produit. Je suis non-résident portugais. Mes enfants sont en France. Est-ce que mes enfants seront exonérés de succession pour mes biens portugais? Au Portugal, oui. En France, non. OK. J'ai fait une erreur en 2019. Puis-je demander une correction en 2023? Il faut voir si ça vaut la peine. Pouvez-vous revenir sur la taxation des revenus immobiliers entre 28 et 10 %? Il ne faut pas confondre. Les 10%, c'est sur la retraite à partir du 1er avril 2021, si je ne me trompe pas. Okay. Les 28%, c'est sur les revenus locatifs. Ce que j'ai expliqué entre 28 et 10, c'est si vous avez des revenus locatifs très faibles, parfois, c'est plus intéressant choisir englobamento. Englobamento, ça veut dire que vous allez être taxé au taux progressif. Et le premier taux progressif est environ 10-11% et commence sur les revenus de 8 000 € à l'année. Donc, si vous avez 4 000 € de loyer, ça ne fait pas de sens de choisir les 28. Ça fait du sens de choisir les englobamento. Mais tout ça dépend des autres revenus que vous avez, d'accord? Très important. Il y a une question importante pour cette phase-là. Les Portugais déclarent leur nombre de contribuants aux caisses des magasins. Faut-il faire oui, exactement. Oui, vous pouvez déclarer RNH. Oui, déclarer chaque fois que vous avez, est-ce que vous voulez une facture? Restaurant, vous pouvez déduire une partie de TVA. Esthéticienne, une partie de TVA. Vétérinaire, la même chose. Même donc, commission aussi, d'accord? Mais sachez aussi que pour les commissions, vous n'avez que le droit à 250 € par an. Donc, très vite, vous êtes sur les 250. Déclaration et imposition, vente, assurance vie française en statut RNH. Oui, attention, que le statut RNH n'exonère pas les revenus des assurances vie, d'accord? Les assurances vie bénéficient d'un taux dégressif d'imposition. Plus longtemps vous l'avez, moins vous payez d'impôts. Et attention que sur les assurances vie, ce n'est pas la totalité du rachat qui est imposé, c'est que sur la plus-value. Un Français n'ayant pas le statut RNH, n'ayant jamais fait de déclaration au Portugal, qu'il en avait l'obligation juste de faire la déclaration car il paye tous ses impôts en France, est maintenant poursuivi par le fisc portugais. Doit-il entrer dans une procédure contentieuse avec le fisc portugais ou existe-t-il une procédure amiable? Il y a une procédure amiable, c'est de vous-même faire les déclarations de revenus des ans qui vous sont questionnés par l'autorité fiscale. Et après, vous pouvez demander un pardon d'intérêt et d'amende, par exemple, et demander un paiement en prestation de l'impôt dû. Donc, tout est on peut résoudre le problème à l'amiable, d'accord? Mais si l'impôt est effectivement dû, il faudra le payer, OK? Bonjour, les freelances et Silvert sont taxés à 28%. C'est bien cela? Non, les freelances RNH avec une profession à haute valeur ajoutée peuvent être taxés à 20%. Si vous n'êtes pas haute valeur ajoutée, vous allez être taxé au barème progressif comme nous. Okay? Réinvestissement de la résidence principale RNH pour bénéficier de l'exonération de la fiscalité de la plus-value en assurance vie et assurance vie de droit français ou luxembourgeois. Le réinvestissement, la loi ne distingue pas si le réinvestissement doit être fait dans une assurance vie portugaise ou non. C'est un régime très récent et moi, je suis de l'opinion que c'est un régime pour, si on doit réinvestir dans une résidence principale au Portugal et dans l'Union européenne, en principe, vous pourrez aussi réinvestir dans une assurance vie portugaise dans l'Union européenne, d'accord? Mais ça, si vous voulez nous faire un petit courrier, on fait une confirmation rapide. Y a-t-il une fiscalité relative aux donations, lien direct parent-enfant? Merci. Les donations en ligne directe sont exonérées, sauf si c'est un bien immobilier localisé au Portugal où il y aura un impôt de timbre de 0,8% sur la valeur du cadastre, d'accord? Il y a une déclaration à faire à l'autorité, même quand c'était des donations exonérées, il y a des formulaires à remplir à l'autorité fiscale, d'accord? Très important.
Est-il utile d'enregistrer des factures si on a le statut RNH? Oui, parce que même si vous êtes exonéré, il y a une partie de vos revenus qui peut être imposée et vous pouvez profiter des abattements. Alors, si double nationalité, fiscalité au Portugal ou France, si on travaille sur les deux pays, et lequel est le plus avantageux? Ça dépend du travail, ça dépend de où est votre famille, même si, donc au Portugal, on peut faire, si c'est un couple, un peut être résident ici et l'autre ailleurs. En France, la France n'aime pas ça. La France va regarder le foyer fiscal. Donc ça, c'est une étude qu'on doit faire pour voir qu'est-ce que ça vous convient. Une vente d'un bien immobilier en dehors du Portugal doit-il être déclaré et imposable? Si oui, à quel taux? Non, la vente doit être déclarée, mais n'est pas imposable, d'accord? En manière de revenus fonciers, qu'appelez-vous location longue? C'est à partir 50 ou 3? 50 de certeza. 5 ans sûr, et il y a quelques exemptions aussi pour les locations de 3 ans, d'accord? Merci. Pouvez-vous répéter quelle est la case isenção dans l'annexe L? Donc, vous n'allez pas avoir le même annexe dans votre ordinateur, d'accord? Mais quand vous avez crédit d'impôt, si vous voulez l'exemption ou vous voulez le crédit d'impôt, vous devez choisir le crédit d'impôt, d'accord? Quelle est la durée d'occupation d'un bien pour qu'il soit résidence principale au Portugal? La loi n'est pas claire sur ce thème, mais il faudra au moins rester 6 mois avant de faire avoir cette résidence enregistrée pour au moins 6 mois, d'accord? Peut-on acheter un bien immobilier au Portugal avec une société française? Oui, il faudra que la société française ait un numéro d'identification fiscale au Portugal, d'accord? J'ai un placement mobilier en France où presque quotidiennement mon courtier vend et achète dans le cadre d'un fonds de placement. Si je vous ai bien compris, tous ces mouvements doivent être déclarés un par un et en délégué pro pour chacun une plus-value. Attention, tous les mouvements doivent être déclarés et à partir de 2023, vous n'allez pas bénéficier des 28, vous allez être imposé autoprogressif. C'est-à-dire que si vous êtes environ à 80 000 € l'année, vous allez payer sur la moitié. Vous allez payer 50% d'impôt sur ces 80. Il faut faire très attention à ces opérations spéculatives. Si double nationalité, fiscalité au Portugal ou France, si on travaille sur les deux pays, en étant RNH sur les loyers reçus, pouvons-nous déduire des choses, syndic, travaux? Oui, vous pouvez déduire syndic, travaux, RNH. Le RNH, avec des loyers portugais, ont les mêmes impositions que nous, résidents normaux, et peuvent déduire le IMI, le syndic et les dépenses d'amélioration, okay, avec la facture, avec le NIF sur la facture. Il serait peut-être plus intéressant. Pardon. Oui. Peut-on prendre l'option Engouvernement si je suis non-résident? En principe, oui, mais on doit confirmer, d'accord? Parce que les non-résidents ont un régime spécial et ça dépend du type de revenu. Ça, on a déjà vu. En tant qu'RNH, pouvons-nous déduire des factures? Oui. Les plus-values réalisées. Je suis RNH, j'ai 6 000 € de revenus via Airbnb. Ah, alors attention. De location de ma résidence principale au Portugal. Ouais, revenu d'hébergement local a un régime spécifique où vous bénéficiez d'un taux spécial. Donc, il y a une grande partie de ce revenu qui est considéré un coût. D'accord? Donc, en fait, c'est un régime spécial. Et oui, évidemment, il y aura une imposition. Il y aura une imposition sur la partie qui est considérée revenu. Donc, certainement, vous avez une activité ouverte pour faire l'hébergement local, vous avez la licence de la mairie, vous faites les communications au service des étrangers et, évidemment, il faudra faire la déclaration de revenus et payer l'impôt respectif. Okay. Je pense qu'on a répondu à toutes nos questions, mais vous avez nos coordonnées, d'accord? Pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir.
Et on est là pour vous aider avec quoi que ce soit. Merci, merci beaucoup Mathilde et Tatiana. On a dépassé, il y a eu beaucoup de questions. Je pense que vous en avez encore. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à soit nous envoyer des emails, soit contacter directement Mathilde et Tatiana qui répondront à vos questions. Juste pour conclure, je vais vous donner quelques dates de nos prochains événements. On a un séminaire d'affaires, un forum d'affaires à Porto qui concerne le logement, les nouvelles façons d'habiter, on l'a appelé logement pour tous, mais c'est un peu les nouveaux modes de vie. Ensuite, le 24 février, nous ferons ici à Lisbonne une conférence sur le thème de l'énergie, plus destinée aux entreprises, mais comment essayer d'économiser l'énergie et comment faire en sorte que les coûts de l'énergie n'influencent pas trop sur vos coûts de production. Et puis le 28 février, là, nous ferons un webinaire de présentation de la Chambre. Ce sera le webinaire d'accueil des nouveaux membres. On met ça en place cette année pour les nouveaux membres de la Chambre. C'est ouvert à tous. Et donc, si vous souhaitez mieux nous connaître et qu'est-ce qu'on peut vous apporter et comment vous être utile surtout, eh bien, vous pourrez participer à ce webinaire. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour tous les événements en ligne sur notre site ccilf.pt. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier encore une nouvelle fois, Mathilde et Tatiana. Merci à vous qui êtes restés les participants et spectateurs jusqu'au bout de notre intervention. Et puis, on est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée.